Au début, on n'imagine pas que ça puisse fonctionner, uniquement un bout de plastique comme ça, mais c'est pas un bout de plastique, c'est une thérapeutique. Ça fait à peu près 7 ans que je fais de l'éducation fonctionnelle. Une découverte via les conseillers d'Orthoplus, puis un cours que j'avais fait à l'époque avec Daniel Rollet. Pour pouvoir bien en faire, j'ai dû continuer les cours avec Florence de Brouwer, avec Jean-Jacques Vallée, reconstruire vraiment bien comme il faut le puzzle. Au début, on s'est dit on va mettre un éducateur fonctionnel. Une fois qu'on l'a mis en place, ça va travailler. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants, d'une part, et puis aussi tout un protocole à mettre en place pour avoir le résultat au final. Et aussi, entre guillemets, éduquer, former tout le staff, les secrétaires et aussi les assistantes. Au début, on n'imagine pas que ça puisse fonctionner, uniquement un bout de plastique comme ça, mais c'est pas un bout de plastique, c'est une thérapeutique. Nous-mêmes, au début, on avait du mal à y croire. Alors imagine-toi quelqu'un qui n'est pas dedans, qui ne va pas voir les résultats. Ils vont voir les patients passer, mais pas forcément avoir le même œil que nous. Donc pour les former, j'ai dû leur montrer les résultats, nos cas, et mettre en place le protocole pour que, tant au niveau du secrétariat, par rapport au rythme des rendez-vous, par rapport à ce qu'on a à faire, mais aussi donc, au niveau des assistantes, pour contrôler la coopération, donner les nouveaux exercices au fur et à mesure de l'avancée, faire des photos en temps et en heure. Donc il faut former tout le monde, et ça c'est très très important. On ne peut pas nous réussir tout seul. En fait, l'orthodontie d'avant, c'était les dents sont de travers, on les aligne. Aujourd'hui, on peut complètement changer la donne, c'est-à-dire qu'on va éviter que les patients aient les dents de travers. Donc pour ça, il faut les voir assez tôt. Le mieux, c'est entre 3 et 6 ans, puisqu'en fait la croissance est en train de se mettre en place, et donc des dysmorphoses aussi. Donc le but du jeu, c'est de mettre le patient sur le bon chemin de la croissance. Et pour ça, il y a un diagnostic qui est fait pour chaque patient au niveau de sa dysmorphose qui est en train de se mettre en place éventuellement, ou encore mieux, dès qu'on est un peu plus en amont, par rapport aux différentes dysfonctions ou parafonctions. Donc nous, on va identifier en fait toutes les sources de problèmes, et une fois qu'on a identifié les sources de problèmes, on va mettre en place une thérapeutique avec l'aide des parents. Parce qu'en fait, quand on parlait d'équipe tout à l'heure, on parlait d'assistantes, de secrétaires, d'orthodontistes, mais les parents font partie de l'équipe aussi. Donc il s'agit aussi de convaincre les parents qu'on va y arriver. Et donc pour ça, il faut que nous-mêmes on soit convaincus. Et dès qu'on est convaincus, on partage cette conviction. Ils vont voir les progrès au fur et à mesure, une fois qu'on a mis en place tout le protocole qui permet d'arriver donc à ces résultats. Alors il y a des choses qu'on connaît, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un problème dans un des 3 sens de l'espace, transversal, vertical ou antéro-postérieur, tout de suite on devine qu'il y a un souci. Ça c'est comme d'habitude, autant que chez l'adolescent. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on ne va pas connaître. Et ça veut dire qu'il va falloir aller à la pêche aux informations. Et si on prend l'exemple des allergies, on a tous un questionnaire médical que les patients vont remplir. Mais écoute, souvent les parents vont écrire que le patient n'a pas d'allergie. Et si on pose la question ensuite, est-ce que l'enfant a le nez qui bouge, le nez qui coule, les yeux qui piquent par saison? Ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, effectivement, qu'il a des soucis d'allergie. » Ah, mais pourtant, vous avez marqué « non ». Et en fait, ils n'imaginent pas, les parents eux-mêmes, qu'il peut y avoir effectivement des relations entre une rhinite allergique et puis les dents. Et pourtant, elle est énorme, la relation. Et donc, il y a des choses effectivement qu'on va devoir apprendre nous-mêmes. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps à mettre en place la vraie éducation fonctionnelle. Et donc, il faut aller à la pêche aux informations, comprendre ce qui se passe, ensuite en termes de conséquences. Donc, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'il faut apprendre avec le temps, d'où l'intérêt de se former en éducation fonctionnelle. Au niveau de la structure elle-même du cabinet, il n'y a rien qui change. Au contraire, on va même pouvoir simplifier les choses. Le protocole de réception des patients, à quel moment, pourquoi faire, et donc tout ça, on forme les secrétaires, les assistantes par rapport à ça. Après, en termes de structure, en éducation fonctionnelle, on propose aux parents qui des fois font des kilomètres pour venir nous voir, s'ils le souhaitent, un rendez-vous sur 2, on va le faire à distance, en visioconférence. Et bien évidemment, c'est gagnant pour les parents parce que faire 30, 40, 50 km aller et puis la même chose au retour pour avoir une discussion
savoir comment est-ce que l'enfant coopère, quels sont les nouveaux exercices qu'on va implémenter, etc. Tout ça, ça peut se faire à distance. Et on en profite parce que c'est intéressant, dans la période actuelle notamment, de limiter les déplacements, éviter tant que faire se peut. Alors pendant cette période de Covid, on avait 3 types de patients. On avait les patients en multi-attaches, les patients en EF et puis les patients en aligneur. Les patients en aligneur, en fait, ils avaient un appareil qu'il fallait en fait changer régulièrement. Et quand ils arrivaient au bout donc, de leur séquence d'aligneur, ils nous appelaient, ils nous envoyaient un mail. Donc eux, ils étaient demandeurs. Et donc on a pu les suivre, on a pu les prendre en charge. Les patients qui étaient en multi-attache, ils avaient un appareil qui était un petit peu en stand-by. Sauf urgence, ils ne nous ont pas recontactés. Les patients qui étaient en éducateur fonctionnel, ils avaient leur appareil, c'était le même principe qu'avec la multi-attache. Et donc, ils nous ont très peu sollicités. Par contre, il y a un gros avantage avec l'éducateur fonctionnel, c'est que comme l'appareil n'était pas tout le temps présent en bouche, à la différence des bagues, les patients ne prenaient pas de risques. Donc, on était quand même un peu plus inquiets pour les patients qui étaient avec des bagues, qu'on avait peur effectivement de conséquences du type leucome ou carie. Et surtout que pendant le confinement, il y a forcément eu du relâchement en termes de rythme. Donc pour les patients d'éducateurs fonctionnels, c'était vraiment beaucoup plus tranquille. Il faut bien imaginer qu'un traitement d'éducation fonctionnelle, c'est vraiment comme par exemple si on était dans un avion. C'est-à-dire que si on prend n'importe quelle personne qui travaille dans un avion, tout le monde est important. Le pilote, bien évidemment, le copilote, le chef de cabine, l'hôtesse, les personnels au sol, les bagagistes, tout le monde est important. Et s'il manque une personne, ça va mal se passer. Donc, dans un traitement d'éducation fonctionnelle, tout le monde est important. Et notamment les parents qui sont notre relais quand on n'est pas présent et on est très peu présent auprès de l'enfant. Donc, dans un traitement d'orthodontie, les parents, c'est fondamental de les avoir avec nous. Alors, donc on va d'abord leur expliquer pour pouvoir les motiver et leur montrer notre propre motivation. Et on va passer beaucoup de temps par rapport à ça. On va leur montrer des cas qui sont similaires pour leur dire, voilà, écoutez votre enfant, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il peut devenir. Et surtout les intérêts en termes de stabilité pour le futur de leur enfant. Et donc, on va passer beaucoup de temps par rapport à ça. Et il va y avoir un problème, c'est que des fois, il y a un seul parent qui va venir en consultation. Et quand il y a un seul parent, c'est lui-même qui doit faire le relais. Et là, c'est pas toujours facile de faire le relais. Donc, on n'hésite pas à demander, nous, à deux parents, donc aux deux parents de venir en consultation, ou à l'autre parent de nous appeler si besoin. Quand notamment aussi, il y a des parents qui sont séparés, on va même donner 2 éducateurs fonctionnels pour pas que l'enfant se trimballe avec, d'un domicile à l'autre avec son éducateur fonctionnel et qu'il oublie éventuellement ailleurs. Donc ça, c'est très très important qu'on explique énormément aux parents. On ne va pas avoir beaucoup d'actes techniques en soi, c'est surtout expliquer la chose et que les parents sont notre relais auprès de l'enfant. On a mis en place les traitements par visioconférence, en tout cas le contrôle des traitements par visioconférence, depuis le Covid. Alors on propose systématiquement le suivi à distance, mais un rendez-vous sur 2. Alors c'est pas pour autant qu'on va le faire, parce que il y a besoin effectivement pour certains parents de venir nous voir. Il y en a qui habitent à côté, mais c'est vrai que ceux qui habitent très loin vont être vraiment charmés par cette solution, parce qu'on a toujours tellement de choses à faire. Et donc éviter un rendez-vous physique, c'est toujours intéressant pour les parents. Donc nous on le propose en fait systématiquement, mais un rendez-vous sur 2. Donc il y a eu beaucoup de choses quand même positives avec le Covid, notamment donc la visioconférence. Alors on va faire 3 rendez-vous pour un semestre. Il y a un rendez-vous à 1 mois après la pause, et après c'est des rendez-vous au 3e mois, puis au 6e mois. L'assistante en fait c'est un autre relais pour nous orthodontistes, parce qu'en fait elle est là pour, quand le patient arrive, vérifier que le traitement lui-même est bien suivi, comment est-ce qu'il est suivi, l'état de l'appareil, voir où est-ce qu'on en est par rapport au protocole que nous on a mis en place. Et une fois qu'elle a remonté toutes ces informations, que c'est rempli dans le dossier clinique, c'est là que nous on va intervenir. Donc on va intervenir pour féliciter l'enfant, le réorienter vers une meilleure coopération.
Et donc ça nous permet de gagner du temps effectivement quand on est secondé, assisté. Et puis ça permet aussi de bien respecter le protocole qu'on a mis en place, puisque l'assistante elle est là pour vérifier que tout se passe comme nous on a souhaité. Donc il y a un protocole qu'elle connaît et qu'elle va mettre en fonction. L'appareil d'éducateur fonctionnel, c'est un appareil qui a un rôle au niveau donc, de la morphologie de l'arcade. Bien évidemment, il a un rôle de conformation, de conformateur. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce qui est très important, c'est que l'appareil d'éducation fonctionnelle est un support pour différents exercices. Ces exercices, on les donne au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de tous les donner parce qu'effectivement, les patients vont oublier. Et donc nous-mêmes, on a des supports papier, puis on a des supports aussi vidéo qu'on retrouve sur notre site internet. Et puis, bien évidemment, on les explique. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'une fois qu'on a donné les exercices, pas pour autant que les patients vont réellement les faire, peut-être au début et puis insuffisamment ensuite. Donc on va contrôler quand on voit les patients si les exercices sont bien faits. Une fois que les exercices sont bien faits, d'un point de vue ludique et pour éviter toute lassitude, on change d'exercice. Donc il en existe 1000 et on pioche dans ces exercices-là. Et c'est ça qui fait que les patients vont passer d'une dysfonction à une bonne fonction. Depuis le 11 mai, on fait face à des contraintes, bien évidemment, pour éviter les contaminations entre les différents patients. On a augmenté notre temps de présence au cabinet de pas loin de 50% pour pouvoir ventiler les patients et éviter qu'ils se croisent trop au cabinet. On a favorisé le plus possible les surveillances donc à distance pour les patients qui le souhaitent et quand c'est envisageable. Par exemple, les traitements par aligneur ou les traitements par éducation fonctionnelle. Et ce qui fait qu'il y a moins de gens qui vont venir au cabinet comparativement auparavant. Et bien évidemment, on va mettre en place beaucoup de protections pour nous-mêmes, pour les patients, un petit peu classiques qui se font aujourd'hui, qui nous étouffent, mais qui sont obligatoires avec toutes les surprotections qu'on va avoir, les équipements de protection individuelle, qui a, à mon sens, beaucoup rassuré les patients. Je pense que l'ensemble, en fait, a permis donc de rassurer les patients, de voir qu'il y avait un petit peu moins de présence au cabinet, et de voir qu'on faisait tout le nécessaire pour nous protéger, éviter de surcontaminer des patients, tout ce qui est gel hydroalcoolique, la filtration de l'air, l'aération des pièces, tout ça a rassuré tout le monde. Alors j'utilise Motion depuis à peu près 4-5 ans. Et effectivement, il y a beaucoup d'appareils d'avancée mandibulaire donc pour corriger les classes 2. Aujourd'hui, je n'utilise quasiment que ça. Il n'y a que dans certains cas où ce n'est pas le moment pour corriger avec un KR Motion que je vais utiliser un autre appareil, comme le PUL, mais sinon systématiquement j'utilise le KR Motion. Le Motion en fait c'est des bielles qu'on colle au maxillaire et puis donc des attaches mandibulaires et donc des gouttières d'ancrage. Mais ça peut aussi être des gouttières d'alignement qui vont être changées régulièrement. Donc en même temps qu'on corrige la classe 1, on va aligner les dents mandibulaires.